Bonjour chers amis internautes, comme je vous l'ai annoncé sur le teaser, je vais vous présenter quelques-uns de mes ouvrages parce que peut-être que les titres ne sont pas très révélateurs et que ce ne sont pas des ouvrages présentés dans les médias ni de manière qui ne sont pas vulgarisés suffisamment. Donc aujourd'hui je vais vous présenter un ouvrage que j'ai publié chez l'Harmattan en 2002 qui s'intitule « La racisation des relations intergroupes ou la problématique de la couleur ». Donc j'ai pris le cas de la Martinique, mais ce titre restrictif ne concerne qu'un chapitre qui porte essentiellement sur les blancs créoles, ce que nous appelons chez nous les békés. Donc c'est un livre qui est volumineux parce qu'il essaye de faire une synthèse de ce que j'ai appelé la problématique de la couleur, autrement dit tout ce qui concerne bien ce que nous appelons aujourd'hui le racisme et les discriminations qui lui sont attachées, le colorisme, la difficulté de vivre dans une société plurale parce que la couleur a bien été instrumentalisée comme un instrument de pouvoir par ceux, bien sûr, qui se sont institués en race supérieure. Donc, l'ouvrage est constitué de quatre grands chapitres. Chaque chapitre fait à peu près une centaine de pages parce que j'ai pris le temps, effectivement, de développer et de construire quelque chose qui est une sorte de progression diachronique, aussi synchronique de notre, si vous voulez, de la structuration de nos sociétés, de nos identités à partir de la racisation, c'est-à-dire de la structure, de la constitution même substantialiste de notre identité ou de nos identités qui vont chercher des fondements dans le fait d'appartenir à une race ou à une autre, puisque ce sont ces phénomènes de construction qui sont assez récents. Hein. Vous savez bien que depuis la traite négrière transatlantique, 300-400 ans se sont écoulés et c'est à partir de ces années-là, ces événements-là, que nos identités se sont trouvées racisées, même si bien avant on connaissait les problématiques liées à la race. Donc le premier chapitre est un chapitre qui systématise tous les présupposés qui sont attachés à la problématique de la couleur. Donc il y a beaucoup d'approches de déconstruction plutôt des concepts que sont la race, l'ethnie, l'anthropologie, les gens de couleur, etc. Parce qu'il faut que nous ayons aussi une préoccupation par rapport à la façon dont conceptuellement on organise nos identités. Et j'aimerais dire que nous sommes dans beaucoup d'illusions lorsque nous nous persuadons que nous avons des identités qui sont établies de notre fait. En réalité, nous sommes construits pour être ce qu'on a fait de nous, c'est-à-dire des personnes racisées, mais surtout des personnes qui ont un statut inférieur et à qui on fait jouer régulièrement des rôles qui sont destinés à consolider le pouvoir des dominants, c'est-à-dire du groupe qui nous a institués en tant que racisés. Le deuxième chapitre fait référence aux critères raciaux dans la pensée et l'écriture des relations qu'on appelle raciales ou interraciales ou intergroupes. Et cette problématique-là, elle a comme objectif, en tout cas ce chapitre, a comme objectif de montrer comment on écrit sur le noir,
comment les questions de couleur sont abordées, comment finalement cette essentialisation d'une identité qui serait dans la couleur est amenée dans la littérature des occidentaux, des anthropologues, des ethnologues, etc. Et comment finalement, même dans des poètes, puisque je cite André Breton qui parle de Césaire en disant c'est un noir qui a dit ci, c'est un noir qui a fait ça, c'est un noir, et c'est rarement un homme qui a dit, qui a fait. Les blancs se sont j'allais pas dire amusés, mais ont mis véritablement l'accent sur la couleur de nos grands hommes, et avant d'être des grands penseurs, eh bien ils en ont fait de grandes couleurs, enfin des hommes de couleur d'abord, et cela a laissé des traces dans la façon qu'on a eu d'aborder la question de l'identité et surtout de l'infériorisation de personnes qui sont des penseurs au même titre que les autres, mais qui sont réduits par le regard du dominant à être des couleurs d'abord. Le deuxième chapitre s'intitule Les relations raciales. Donc là, je pars dans l'histoire, je vais chercher les raisons qui expliquent que on soit le résultat d'une démarche de race, enfin de préoccupation de race qui viennent du fait que, comme je vous l'ai dit, nous sommes d'abord perçus comme des personnes racisées, et cela entraîne donc une série de phénomènes racisés, ethnicisés, et lorsque on va dépasser la question de la race, ça sera la question de la couleur qui va se trouver ethnicisée. Donc nous allons nous trouver ethnicisés comme étant, si vous voulez, les tenants d'une culture qu'on juge aussi inférieure que celle de la couleur. C'est important de déconstruire, de montrer comment progressivement cette identité ou cette pseudo-identité va nous coller à la peau, parce que aujourd'hui nous fonctionnons à partir de ces bases-là. Troisième chapitre, conceptualisation de l'appartenance ethno-raciale en termes de dominance sociale. Donc c'est un chapitre que je consacre aux blancs créoles. J'essaye de remonter à leurs origines d'abord sociales, familiales, sociales depuis la France, et puis leur démarche qui est aussi une démarche de leur État, l'État français, de les installer dans les colonies, de prendre possession de ces terres, d'exterminer les habitants de ces colonies, et puis de s'ériger petit à petit, après leurs 3 années d'engagisme, parce que ce sont d'abord des engagés, et bien de se voir distribuer des terres qui ne leur appartiennent pas, mais dont ils vont s'approprier, et qui va leur permettre de s'enrichir et de s'installer dans ce qu'ils vont appeler une sorte de noblesse, et qui est la noblesse de la peau, alors qu'ils ne l'avaient pas quand ils sont arrivés dans les colonies. Ils ont développé une forme de noblesse, ils ont fait venir des femmes blanches pour justement créer un groupe de blancs et dominants à la Martinique, comme le voulait l'État français, et le Code noir est venu renforcer ce besoin qu'avait l'État français, cette exigence que existe à la Martinique un groupe de blancs qui défendent les intérêts blancs de la France et qui stoppent un peu les métissages biologiques que les blancs français installés avaient pratiqués à grande échelle. Donc il y a beaucoup de détails, j'ai fait beaucoup de recherches dans le cadre de ma thèse, et donc je parle de choses que je connais et que j'ai aussi, si vous voulez, à partir des éléments que j'ai recueillis sur le terrain. Et puis le 4e chapitre est consacré aux afrodescendants, c'est-à-dire aux afro-martiniquais, à tous ceux qui, arrachés à leur continent, vont arriver dans ces régions comme main-d'œuvre, servile, esclavisée, et qui auront tout le mal du monde donc à exercer, si vous voulez, leur culture, à se vivre comme ils se vivaient sur leur continent, et à être autre chose que de la main-d'œuvre servile, racisée, et comme des personnes qui vont développer par la religion des Blancs qui leur est imposée, par l'assimilation dans le cadre scolaire qui leur est aussi imposée,
par l'imposition de parler la langue française, donc de n'être que des espèces de copies conformes de la culture française, eh bien, ces personnes, malgré les luttes qu'elles mènent et qu'elles continuent à mener, elles ont été un peu rabotées dans leur identité d'Africains et aujourd'hui d'Afro-descendants. Donc, j'essaye d'expliquer comment, quel regard aussi ils posent, eux, sur les Blancs créoles, puisqu'on a toujours parlé du regard des Blancs sur nous, mais on a très peu parlé du regard des Noirs sur les Blancs. Alors, il y a des Africains américains qui le font très bien, notamment Bell Hooks, donc je la cite aussi, mais il y a, nous, à travers le terrain que je connais, les remontées de la vision qu'ont les Martiniquais des béquets. Alors, je parle des personnes qui ont un regard lucide. Hein. Je ne parle pas de ceux qui nous disent, qui continuent à répéter que si les béquets n'existaient pas, les Martiniquais auraient crevé la dalle, auraient crevé de faim, ils n'auraient pas eu d'existence. Alors que c'est plutôt historiquement le contraire qui s'est passé. C'est parce que cette main-d'œuvre a permis aux béquets, aux Blancs créoles de s'enrichir, qui sont aujourd'hui dans la position qu'ils occupent. Donc il y a énormément d'éléments, de détails anthropologiques, culturels, sociologiques, psychosociologiques, qui essayent d'appréhender cette question de la couleur qui est très délicate et qui nous touche très directement, émotionnellement, nous empêche donc de bien la comprendre. Donc j'ai essayé là de produire quelque chose qui nous permette de prendre de la distance, de mettre cette question à distance et de la regarder donc de manière objective pour bien comprendre de quoi nous sommes faits et comment on nous a constitués, institués aussi en être racisés. Voilà, donc j'espère que je vous ai donné envie de découvrir bien le contenu et d'entrer aussi dans des détails hein, que nous n'avons pas beaucoup, puisque nos recherches sur ces sujets-là sont plutôt rares. Et au plaisir d'avoir vos remontées, vos ressentis et de répondre à vos questions.